Nous abordons aujourd'hui un sujet crucial et pressant pour notre région, qui est l'Abitibi-Témiscamingue, la crise du logement. Face à une demande croissante de logement et à une offre limitée, de nombreux résidents de la région font face à des difficultés pour trouver un logement abordable et adéquat. Cette situation touche divers segments de la population, des jeunes familles aux travailleurs, en passant par les étudiants, contribuant à une situation préoccupante. Au cœur de cette crise se trouvent des enjeux de disponibilité, d'accessibilité financière, de qualité de logement et de développement communautaire. Aujourd'hui, nos invités vont explorer les causes, les conséquences et les solutions possibles à cette crise du logement qui touche notre région. Bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour tout le monde! Salut Christian Péloquin! Oui, j'ai-tu bien dit ton nom? Ben oui, ça faisait 3-4 émissions Péloquin. Écoute, c'est comme une pelote de laine, c'est ça. Attends. C'est pour ça qu'ils me mettent loin, Alors, bien sûr, comme à l'habitude, j'ai mes invités habituels, Christian Péloquin et Joanie Duval. Et aujourd'hui, comme vous l'avez su en introduction, on parle de la crise du logement. Et pour ce faire, je suis allée chercher une invitée de marque qui travaille au mouvement de la relève d'Amos Région, Jannick Paquin. Bonjour. Bonjour. Jannick, toi, tu es coordonnatrice de services d'accueil et d'enracinement. J'aime ça, moi. Oui. D'enracinement. C'est un beau nom, ça. Oui. On va pouvoir en apprendre davantage sur ce que tu fais en explorant justement la crise du logement. Mais pour justement te donner un petit peu un aperçu de l'émission, on s'en va vers un vox pop. Alors, pour ceux qui le savent, à l'auditif sur podcast auditif et aussi à la télé, on va aller voir le podcast ou on va aller l'entendre. Et je vais tout de suite vous dire les questions qui se posent dans le vox pop. Alors, première question qui est demandée, pourquoi vit-on une crise du logement? Deuxième question, pourquoi le coût des logements a augmenté? Et la troisième, est-ce que le gouvernement devrait subventionner les propriétaires de logements pour l'entretien de leur immeuble? Alors, allons voir le Vox Pop ensemble. Je crois que c'est parce qu'il y a trop de demandes pour les logements actuellement, pour la quantité qu'il y a actuellement. Pour plusieurs raisons. Dans le fond, moi, je crois qu'il y a l'aspect économique qui fait en sorte qu'en ce moment, les propriétaires, il y a des trous dans le règlement par rapport au logement. Dans le fond, comme par exemple les Airbnb. Donc, ce qui fait augmenter les loyers, c'est la rareté. Donc, les Airbnb viennent empêcher d'avoir accès à des logements. Donc, on a les Airbnb. Sinon, on a aussi une certaine façon de faire chez certaines personnes, comme par exemple flipper des appartements, c'est-à-dire mettre à la porte des gens pour faire des rénovations et augmenter le prix vraiment beaucoup. Alors que, par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête, un jeune ami qui a un appartement qui coûtait 400 $, un 3,5. Et la personne s'est en allée du 3,5 et le loyer a augmenté à 800 $. Donc, le loyer a doublé en l'espace d'un locataire. Est-ce que je crois que ça a sa place? Je ne crois pas. Je crois que le 400 $, peut-être qu'il peut avoir une augmentation, mais il faudrait toujours que ça soit que ça se suive. T'sais. Nous vivons une crise du logement à cause que... Nous vivons une crise du logement car depuis plusieurs années, le coût d'immeuble, le coût du logement augmente, explose. Il y a
pas nécessairement plus d'immeubles à logement qui sont créés. Pourtant, le besoin grandissant de la population est là. La population augmente. Démocratiquement, on a besoin de plus de logements. Mais là, on tombe dans la politique économique. Il n'y a pas assez d'argent implanté, il n'y a pas assez de création de logements, il n'y a pas assez de tout ça. Donc oui, il y a une crise du logement qui est bel et bien palpable autour de nous. Je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui demandent des taux assez élevés pour leur logement, ce qui fait que l'accès au logement est vraiment restreint pour plusieurs familles. Comme moi, en ce moment, je suis enceinte de mon 3e enfant. J'habite dans un 5,5. Puis, en regardant les logements qu'il y a en location en ce moment, je sais très bien que je ne pourrais pas me permettre de déménager avec les taux qui n'arrêtent pas d'augmenter. Je pense que ça enlève l'accès au logement de plusieurs familles qui ne peuvent pas se permettre, malheureusement, de payer 1 500 $ pour un. Je pense qu'il y a beaucoup le fait que les logements sont âgés pour la plupart des endroits. Donc, les propriétaires mettent beaucoup d'argent pour faire des rénovations. Sauf qu'en même temps, je ne crois pas que c'est aux locataires de couvrir les frais de ces rénovations-là au bout de la ligne, parce qu'on a quand même le droit d'habiter dans des logements qui ne sont pas en train de tomber en ruine et qui sont bien entretenus sans avoir à payer la facture mensuellement au bout de la ligne. Principalement parce que je crois que les propriétaires sont un peu voraces en termes de prix. Est-ce que charger un loyer de 4,5, comme par exemple 1 200 $, est-ce que ça a sa place en termes de moyens, quand on sait que les gens qui louent des loyers sont souvent des personnes plus démunies ou de la classe moyenne, donc qui ont moins les moyens pour se permettre l'achat d'une maison, qui sont engorgés par le prix montant à l'épicerie, par le prix montant du gaz, par en fait, l'inflation en général, là, sont engorgés par ça. Donc là, les loyers qui viennent en plus s'engorger, ça n'a pas sa place. Le coût du logement a augmenté car tous les besoins économiques ont explosé dans la vie actuelle. Alors, il est juste normal que le coût de logement ait explosé. Et puis, je crois que le nombre de logements pas inhabitants, mais inhabités en ce moment, on est en dessous du 2 %, je pense, au Québec, à Montréal, ce qui est quand même très, 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 très bas. C'est un problème que, justement, démocratiquement, la population augmente, mais il n'y a pas eu d'immeubles qui ont été créés dans les 10-20 dernières années. Donc, on se retrouve à un moment de clash où on a besoin de logements maintenant, mais c'est maintenant que les politiciens pensent à infiltrer de l'argent. Donc, ça va être une solution à long terme, malheureusement. Je crois que c'est comme le coût de la vie. Donc, ça va avec le coût de la vie. Je ne crois pas que les gouvernements devraient subventionner le privé par rapport à ça. Tout simplement que ça fait partie du deal quand que tu achètes un bâtiment. C'est ton travail de l'entretenir. Si tu as les moyens de te payer un logement, un bloc à appartement, c'est ton devoir en tant que propriétaire de s'assurer de la salubrité des appartements et de faire en sorte que tout ça, dans le fond, je vais rewrapper ça, ça devrait être les propriétaires qui sont responsables du coût de l'entretien. Je crois qu'ils pourraient avoir accès à certaines subventions, dépendamment du cas par cas. Ça dépend, là. Ça doit être assez complexe de définir des barèmes pour donner des subventions, mais je pense qu'il y aurait des possibilités. Et ça pourrait aussi influencer le prix des logements par la suite, ce qui pourrait être une très bonne chose. Je pense que oui, ça serait une bonne idée. Ça permettrait peut-être d'avoir des logements qui ont un peu plus de bon sens et qui coûtent un peu moins cher. Non. Je crois que le propriétaire de logement fixe ses taux de logement en conséquence de l'immeuble en soi. Donc, ça vient avec tous les frais de sécurité, les frais d'hygiène et salubrité, les frais de ménage s'il y a. Et ensuite, ces frais sont distribués aux propriétaires, locataires dans l'immeuble. Le gouvernement ne devrait
pas subventionner les propriétaires pour avoir un surplus monétaire pour le ménage. Je crois que le gouvernement devrait plutôt implanter plus d'argent pour la création d'immeubles à moyen coût. De retour en studio, alors un Vox Pop où les gens en avaient long à dire, en fait, sur la situation. Ouais. Hein? C'est intéressant, mais en même temps, des points de vue très différents et des fois des points de vue qui se rejoignaient. Alors, je pense que les gens, ils veulent s'exprimer sur le sujet. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va s'exprimer sur le sujet. Mais avant toute chose, comme à l'habitude, je fais toujours un portrait de la région de l'Abitibi. Alors, on se dit, dès maintenant, demande croissante. Alors, demande croissante due à divers facteurs tels que la croissance démographique, l'attrait de la région pour les nouveaux résidents ou les nouveaux arrivants, la nécessité de logements adéquats, mais pour différentes catégories de population. Ensuite, pénurie de logements abordables. Ça impacte particulièrement les personnes à faible revenu, les jeunes familles, les étudiants, puis il y a d'autres groupes vulnérables associés à ce facteur. Augmentation des coûts, dépassement parfois de la capacité financière de nombreuses personnes. Hein? Des fois, le coût est plus élevé que juste ta première paye. Donc, difficile d'avoir une capacité financière adéquate et une pression supplémentaire sur la capacité des individus à se loger convenablement. Problème de qualité, de disponibilité. Qualité de logement peu disponible, mais en même temps peut être très inégal. Là, on peut avoir des beaux logements, puis on peut avoir des logements vraiment épouvantables. Donc, il y a un côté de qualité qui n'est pas pris en considération. Puis, il y en a un qui en a parlé là-dessus dans le Vox Pop. Il y a différents problèmes et, entre autres, sécurité ou la conformité des logements en soi. Impact sur la communauté, donc ça a des répercussions sur la stabilité sociale et économique de la région, mais également, c'est un défi qui est rencontré où ça peut affecter l'attractivité. Tu vas pouvoir nous en parler tantôt, Jannick. L'attractivité des nouveaux arrivants, des nouveaux résidents. Puis le maintien des familles ici aussi, le bien-être, la productivité des habitants. Et maintenant, les besoins de solutions innovantes. Alors, faire face à cette crise, il est essentiel d'explorer, j'allais dire exploser, plutôt explorer des solutions novatrices pour accroître l'offre de logements abordables, améliorer la qualité des logements disponibles et soutenir un développement immobilier adapté aux besoins actuels et futurs de la région. Alors, c'est parti pour le débat autour du sujet. Alors, première question pour mettre la table. Quels sont les principaux facteurs ayant contribué à la crise du logement en région? Christian, habituellement, c'est toi qui y vas. Tentes-tu? Oui. Non, je ne me ferai pas d'amis aujourd'hui. Non? Non, parce que moi, il y a bien des propriétaires là, que j'appelle ça des voleurs. Oh! On en est rendu là. Un grand mot. Tu sais ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. On recule il y a 3 ans seulement. Un loyer qui se louait, mettons, 700 $ par mois, on va dire 4,5. Ce même loyer-là est à 1200. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui, à l'époque, il y a 3 ans, gagnait 450 par semaine, clair, en est rendu à 500 par semaine, clair. Il n'y arrive plus. Non. Tu sais, si on calcule, c'est 2000 par mois, 1200. Il rapporte 2000 $ par mois. Son loyer, 1200. Son électricité, son téléphone, son épicerie, son char, son gaz qu'il met dans le char. Et tous ces déplacements, il n'y a plus de vie sociale. Je ne sais pas, c'est justement la question que je me pose aussi, comment est-ce qu'un propriétaire qui louait son loyer 600 $ par mois en est arrivé à le doubler? Je peux comprendre que ses taxes ont légèrement augmenté, qu'il a fait un petit peu de rénovation, ça. Mais c'est beau. C'est des gars de business, c'est des propriétaires qui font de la business pour faire de l'argent, ils ont des loyers. Mais de profiter de cette situation-là, c'est du vol. Alors, je ne sais pas, je suis allé un peu clair. Moi, c'est ce que je pense. T'étais direct. Joanie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bien, je vais être un peu plus nuancée, mais je pense pas que c'est du vol, mais oui, il y a de l'abus. Je pense que
En étant propriétaire de logement, ben comme le jeune homme le disait là, dans le Vox Pop, tu as les moyens de t'acheter des blocs appartements. Tu devrais avoir les moyens de l'entretenir, puis d'offrir tes logements à un coût raisonnable pour la plupart des gens. Tu sais, quand tu achètes une maison, il faut que tu entretiennes ta maison. Tu ne tires pas de revenus de l'entretien de ta maison. Tu n'as pas le choix de l'entretenir pour qu'elle soit vivable. Je pense que tu pars de ce principe-là, que tu es propriétaire d'un bien. Ça devrait te revenir la responsabilité de l'entretenir. Là, ce qu'on voit, c'est des propriétaires qui remettent la facture sur le prix des loyers. Fait que, tu sais, oui, je comprends là, que le prix des loyers, il augmente, là. On ne peut pas passer à côté. Leurs taxes augmentent aux propriétaires. Les assurances augmentent. Ça, c'est astronomique. Je pense que ça fait partie du problème aussi. Le coût des matériaux et tout. Oui, il faut que ça augmente comme tout, mais est-ce que c'est exagéré? Parce qu'ils ne veulent pas payer l'entretien, être responsable de payer l'entretien. Là. En gros, tu nuances pas, tu fais juste amenuiser. J'ai juste pas traité personne de voleur. Là. Elle a adouci ton ton. Oui, pas mal. Mais j'en reviens, moi, sur mon ton. C'est vrai, je suis d'accord qu'il y a des choses que, même pour un propriétaire, je suis propriétaire de ma maison. C'est vrai, j'ai remarqué ça. Il y a une petite augmentation de taxes. Je veux m'acheter quelque chose, mettons, une chose à rénover. Oh, ça coûte plus cher un peu. Ça je comprends. Mais de là à doubler le prix de la fameuse rénoviction, souvent, là, ça, je suis pas capable. Mais comment je dirais ça? C'est une folle réalité. Moi, je me dis, on est dans la science-fiction. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a une couple d'années, moi, j'écoutais Vendre et rénover en Colombie-Britannique. Hey, écoute, je regardais des cabanes à 500 000. Je me dis, voyons donc, c'est des voleurs. On n'arrivera jamais là. Je suis content qu'on s'est civilisés, nous autres. Hey, on est rendu là. Ah oui, mais même à Toronto, c'était comme ça aussi. Les prix étaient très exorbitants. C'est ça, je dis, il y a 3-4 ans de ça, là. Il y a juste 3-4 ans de ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 3-4 ans pour la pandémie? On est viré fou. Je veux dire, y a-tu de quoi qui nous a grillé le cerveau? Je sais pas. Mais là, il y a du monde qui sont dans la misère. Après ça, on parle de écoute, ça n'a pas de sens, là. Pas capable de se loger. Puis en plus, c'est les restrictions. Là, ça, c'est une autre affaire. À un moment donné, là, parce que, on va vous donner un exemple. À un moment donné, j'avais déjà glissé un mot là-dessus. Il y a eu une tornade qui est passée dans les Laurentides d'une ville. La seule chose qui est restée debout, c'est un conteneur. Je me dis, on pourrait peut-être se faire des maisons conteneurs. Hey, je regardais pour le fun les maisons conteneurs qu'il y en a qui fabriquent. C'est génial. Mais oui. 25 000, 30 000, 40 000. Ils ont des belles cabanes. Mais c'est pas accepté nulle part. C'est ça. Tu sais, c'est ça, alors, il y a des restrictions. C'est là-dessus aussi que je voudrais qu'on mette un peu l'accent, c'est de dire, gars, la Régie du bâtiment et les villes devraient peut-être commencer à regarder à des options pour les moins riches. Justement, parlant du manque de logement, parlant de qu'il n'y a pas d'accessibilité, Jannick, toi qui travailles dans le milieu, à accueillir les nouveaux arrivants, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vis au travers de l'expérience actuellement? C'est vraiment difficile, je vous dirais, parce que principalement, mon rôle, c'est justement d'accompagner les gens, par exemple, qui sont à l'extérieur de la région. Tu as des gens là, qui sont des personnes immigrantes ou des Québécois là, qui veulent venir s'établir en région. Des fois, ils ont trouvé un emploi. Ils sont juste à l'étape d'avoir le logement pour pouvoir venir ici. On cherche avec eux, on leur envoie des annonces. C'est un peu notre rôle. Mais ça arrive parfois qu'il n'y a rien qui correspond à leurs critères, à leur budget. Il y en a des fois qui n'ont pas de voiture, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir s'établir ici parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. Il y a l'accessibilité aussi aux annonces des logements parce qu'on s'entend que c'est beaucoup là, par contact que ça fonctionne aussi. Donc, quand tu n'as pas de contact ici encore, c'est difficile de trouver quelque chose. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, au niveau des personnes immigrantes aussi qui arrivent ici, il y a beaucoup de gens là, qui ne trouvent pas
logements adéquats aussi. Souvent, ils vont trouver des logements qui sont un peu là, insalubres et tout. Ils se ramassent parfois dans des mauvaises conditions dans des pires conditions qu'il y avait dans leur pays, tu sais. Donc, quand on pense qu'ils viennent ici pour avoir une meilleure qualité de vie, donc ça, c'est difficile. On a aussi des travailleurs qui arrivent avec des contrats de travail avec des employeurs, les employeurs vont les loger pendant un certain temps, ils vont acheter des maisons. Des fois, la famille voudrait venir s'installer avec la personne, mais ils ne peuvent pas venir s'établir parce que la personne ne trouve pas de logement 5,5 ou c'est vraiment difficile. Donc, ça crée comme une distance avec les familles. Là, donc, ça amène une autre problématique, oui, ça, là. Oui, parce que puis aussi le problème de main-d'œuvre est vraiment relié avec ça, là, parce que, tu sais, on n'a pas de logement, bien, il n'y a pas de main-d'œuvre qui va arriver ici, là, étrangère ou du Québec, là. Ouais. Puis les gens pensent que c'est moins cher en Abitibi-Témiscamingue qu'à Montréal. Oui. Justement, hier, je discutais avec quelqu'un qui voulait venir s'établir à Amos. Puis elle me demandait c'était quoi le prix d'un 5,5 en général, en moyenne. Elle me disait qu'elle payait un certain montant à Montréal. Quand je lui ai dit le montant ici, elle a dit bien là, c'est pas moins cher en région. Ben, on constate que non. En ce moment, c'est pas mal les mêmes prix. Là. Donc, ça pas, pour eux, ils ne voient pas l'avantage à venir ici si c'est pas moins cher qu'à Montréal. Bon, là, c'est pour ça que là, notre travail devient dans l'attractivité, d'essayer de trouver des éléments de la région. On a plein de beaux éléments en région pour attirer les gens, mais s'ils n'ont pas des meilleures conditions qu'ailleurs, on n'a pas d'éléments pour les attirer ici non plus. Là. Non, ici, c'est pas favorable. Échanger 4,30 sous pour $1, c'est pas... Là, c'est ça qui arrive. Là, c'est ça qui s'en vient. Là. Moi, c'est ce qu'on voit venir, puis c'est vrai. On s'en va d'un autre pays où la personne gagne, mettons, 50 $ par semaine, a de la misère à se loger parce qu'elle est logée. Là, il s'en vient ici, il va en gagner 500, mais il va avoir le même problème. C'est donc le problème. On déplace le problème, là. Il est d'un pays où il y a de la misère, il arrive d'un autre pays où la misère est plus... Elle est plus coûteuse. Alors, ça en devient ridicule, là. Tu sais, moi, je ne sais pas, là. Mais je me dis, là, en plus, on est d'une période où, justement, là, on parle des gouvernements. En Ontario, ils viennent de réfléchir à se dire, on va couper les taxes sur la construction pour les logements, là. Là, ils sont en train d'enlever la TVQ. Oui, la TPS. TPS, quelque chose de même sur les logements qui sont en train de bâtir. À trouver des solutions. Sur les logements qui sont en train de bâtir, pas les logements existants. Déjà, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, commencer à allumer. J'ai l'impression, moi, nos gouvernements, nos députés, peu importe le parti, ça dort tout sur le gaz. On en est là. Puis c'est vrai, on veut du monde pour des entreprises qui manquent de main-d'œuvre. Mais on n'est pas capable de les loger, ou quand on les loge, on leur charge un prix de fou. On les ruine. Mais pensez-vous qu'il y a, si on prend le logement existant, qu'il soit salubre ou insalubre, conforme ou inconforme, sécuritaire ou non, est-ce que le propriétaire, vous avez parlé tantôt d'abus, est-ce que vous sentez que le propriétaire profite de la situation actuelle, de la pénurie de main-d'œuvre, pour dire on va créer une rareté au niveau du logement, donc on va les augmenter, puis ils vont venir pareil en région parce qu'ils ont besoin de venir travailler. Est-ce que c'est au nom du profit? Bien, moi, je pense pas que la réflexion va dans ce sens-là, mais oui, c'est au nom du profit plus que de combler les besoins. C'est un besoin primaire. De base, là. Tu sais, on parlait de la pyramide de Maslow avant le podcast. Tu sais, oui, on va avoir besoin de se loger. Tout le monde a besoin de se loger. C'est un besoin primaire. Pourquoi c'est pas pris en considération quand c'est le moment de légiférer au niveau de l'accès à la propriété, d'avoir une maison, de s'acheter une maison, au niveau des logements? Oui, c'est légiféré, mais
on dirait que les droits, ils sont ils disparaissent là, au nom du profit rapidement. Fait que, pour vrai, moi, je suis très inquiète pour... tu sais, j'ai des grandes filles, là, une adolescente de 17 ans, bientôt 17 ans, puis une de 18 ans, puis de 20 ans. Puis je suis inquiète là, pour... Est-ce qu'ils vont être capables de s'acheter une maison? Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir un logement abordable, un logement qui... Puis payer de l'épicerie. J'ai même parlé avec mon chum, mais on fait ça un appartement en rénovant le garage, au cas qu'un enfant ait besoin de se faire héberger. C'est inquiétant pour les prochaines générations. Oui. Justement, mon gars, lui, il s'est acheté une maison il n'y a pas longtemps. C'était dans le bout de Blainville où c'était devenu fou, là. Il dit, hey, là, c'était vraiment aux enchères. On arrivait, on s'en allait visiter une maison. On était 50 à aller visiter une maison. Que la maison de base valait 250 000. Le gars l'achetait, mais il approchait de 450 000 quand il l'achetait. C'est pas 500 000. C'est ça-là qui bêtait. Hey, c'était rendu ça, là. Là, c'est devenu... Mais c'est quoi qui a amené ce fléau-là, vous pensez? Bien, là, ils ont augmenté le taux d'inflation pour réduire ça. Bien, la pandémie, comment je dirais ça, a dit au monde, hey, gars, d'une ville, t'es coincé d'un appartement, tout le monde est en train de virer fou. Parce que tu peux pas sortir. Mais écoute, si t'es pas capable de réfléchir à ça avant, de se dire une pandémie ou un problème qui te disent de rester chez vous, tu vas en avoir toute ta vie, j'imagine, à des places comme Bangkok ou des affaires de même, où ils sont dans des immeubles, là, il y a quasiment une ville. Des gratte-ciels, eux autres. Des gratte-ciels, des villes dans des immeubles. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, bien là, le monde se dit, on va aller s'acheter des maisons en banlieue, puis tout ça. C'est devenu une folie. C'est devenu une folie. Fait que là, c'était rendu qu'on payait. Puis là, à cette heure, bien, pour régler ça, qu'est-ce qu'on a comme idée? On augmente les taux d'intérêt. Fait que bientôt, là, il y a bien du monde qui vont falloir qu'ils aillent signer le taux d'intérêt. Tu sais, qu'on est passé de 1,tant% à 5, ça va peut-être monter à 6. Hey, ça fait une différence, là. Alors là-dessus, je peux comprendre des propriétaires qui anticipent ça puis qui sont inquiets. Tu sais, ça, c'est une des affaires que je peux comprendre. Mais à un moment donné, il va falloir que, je ne sais pas moi, que le gouvernement, quelqu'un qui se mette les culottes, dise, hey, gars, on s'en va sur une méga crise. Mais est-ce que le gouvernement profite de tout ça pour ne pas rien faire nécessairement là, autour de ce sujet-là? Est-ce que vous pensez que la responsabilité du gouvernement là-dedans, c'est de fixer un pourcentage ou un coût au niveau d'une augmentation selon le coût de la vie? Tu sais, de dire à un propriétaire qui a des logements, ben toi, tu as le droit d'augmenter tant de pourcentage selon le coût de la vie. Je pensais que c'était ça, moi. Tu sais, je veux dire, un 4,5, là, un exemple, 4,5, je me dis, je pense, un 4,5, 5,5, je pensais, moi, que selon la pièce, ça allait au montant de la pièce et que, écoute, c'était le tiers du salaire, dans le fond, là. Tu sais, je pensais, moi, c'est pour ça que je me dis, un 5,5, 500, 550, c'est correct, c'est un 5,5. Mais là, que tu mettes des comptoirs en marbre ou que tu mettes des comptoirs en vieux chêne, en tout cas, de cheap, là, c'est le problème. La mélamine c'est le ou problème du bois. propriétaire. Le locataire, lui, écoute, s'il faut qu'il paye plus parce que tu as des gros comptoirs de luxe, là, écoute, c'est pas, là. Mais ce que je dis, c'est ça. Là. Je pensais, moi, qu'il y avait déjà une réglementation là-dessus de se dire, tu n'as pas le droit d'augmenter ton loyer de plus de tant que % par année. Mais oui, quand un locataire est déjà là... Ben oui, là, on s'organise les sacrés dehors. On a le droit. Oui, ça, c'est des rénovictions. Fait que là, c'est ça. Ils s'organisent. C'est pas légal, mais ils passent, contournent. Ils sont capables de contourner la situation là-dessus. Mais est-ce que... là, tantôt, on a parlé de restrictions. Tu sais? Bon, le gouvernement, on voit qu'il n'a pas nécessairement fixé un coût à part bon, tu es un locataire, puis à chaque année, tu as un pourcentage sur le coût de la vie que tu as le droit d'augmenter. Mais cependant, s'il te met à la porte, là, puis il veut faire de la rénovation, bien, il peut doubler son prix pour le prochain locataire, comme on l'a vu dans le Vox Pop. Mais là, à ce moment-là, ton coût de rénovation, c'est pas sur une personne, c'est pas sur un locataire qui va payer ça. Mais il faut que tu vois
beaucoup plus loin qu'un locataire, mais un ensemble de locataires qui va venir vivre à cet endroit-là pour payer tes rénovations. Tu sais, moi, pour avoir travaillé en rénovation, justement, pendant la pandémie, bien, les propriétaires, avant le coût qui augmente au niveau du bois, les propriétaires à Montréal faisaient beaucoup de rénovations, mais s'achetaient des produits qui ne sont pas de qualité. Donc, des produits les moins chers, des matériaux les moins chers possibles. Qu'est-ce que ça fait dans un logement quand tu as des matériaux moins chers possibles? Ben, Ça fait en sorte que tu es obligé de rénover régulièrement, souvent et tout ça. Donc, ça amène un autre fléau, un autre problème, ça. Et de ça, tu payes peut-être, tu sais, comme une cuisine. À l'époque, dans la pandémie, on payait 25 000 avant la pandémie une cuisine de mélamine, petite, dans un logement. Puis là, on était rendu à 30 000. Donc, pour toujours de la mélamine, mais la moins dispendieuse possible. Mais tu arrives, puis tu as un locataire qui crée de l'usure naturelle, normale, l'usure normale. Ça, la mélamine, ça va lever au bout d'un an, puis tu as déjà des chips, excusez le terme anglophone, mais tu as déjà des chips de partie là, de mélamine. Oui. Fait que veux pas, il va falloir que tu rénoves encore dans pas très long pour garder et maintenir. Mais ça serait un autre débat. Ça serait vraiment un autre débat au niveau de la façon qu'on construit nos maisons, qu'on construit nos logements. Ça serait un autre débat. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai vu, c'était à Détroit. C'était à Détroit qu'il y a eu une crise en 2008. Oui. Et puis, à un moment donné, je regardais les photos d'une maison en 2008. Et 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, à peu près 10 ans plus tard, comment est-ce qu'était la décrépitude de la maison parce qu'elle n'était pas entretenue. Ouais. La moitié de la ville a été abandonnée. Oui, c'est ça. Bon, fait que on regarde ça, tu te dis, hey, ouais, mais par exemple, les Vikings avaient fait des maisons il y a à peu près pas loin de 800 ans, puis tu regardes aujourd'hui, puis ils n'ont pas changé ben. Ben, tu vas juste en Europe, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a peut-être aussi, on fabrique de la construction des affaires juste pour rénover. C'est-à-dire que je comprends pas, moi, qu'un toit, il faut que tu changes ça tous les 25 ans. Tu sais, je veux dire, il doit y avoir des matériaux qui te disent, gars, tu mets ça, tu y touches plus après, t'as la paix. Puis en même, aujourd'hui, on a fait des constructions avec ce qu'on appelle les constructions 3D, avec une forme de ciment. Ils sont en train de faire des constructions où la maison te coûte quasiment plus rien. À un moment donné, ça va être quasiment de regarder des façons de construire. Parce que là, on fabrique des maisons. Mais là, est-ce que ça va être profitable? C'est peut-être pas assez profitable. Bien, ça sera peut-être pas profitable aux constructeurs et tout ça, mais à long terme, je veux dire, ça va l'être. Ça va l'être pour les gens. Ça va... c'est comme une maison que tu rénoves. Après ça, que tu fais l'extérieur, puis la seule chose que tu te concentres à faire, c'est l'intérieur après, là, à ta guise. Mais tu sais, tantôt, là, Joanie t'a amené justement la pyramide de Maslow. Le premier palier, c'est se loger. Se loger, se nourrir. Le deuxième, la sécurité. Donc, est-ce que ça reviendrait au gouvernement à reprendre en charge tout ce qui est l'aspect du logement? Parce que là, si on laisse les propriétaires privés à construire, bien, eux, ils veulent rentabiliser leur projet nécessairement. Le gouvernement, oui, il veut rentabiliser son projet, mais d'abord, lui, ça devrait être beaucoup plus pour loger les individus. Puis, si tu loges tes individus, je t'amène la question, Jannick, tu loges tes individus, tu amènes plus d'attractivité dans ton coin, ça réduit la pénurie de main-d'œuvre, ça amène d'autres choses. L'aspect économique grandit là, dans la région à ce moment-là. Oui, exactement. Puis, tu sais, je pense qu'on parle de la pyramide de Maslow. Ça apporte plein d'autres problématiques sociales aussi qu'on a observées. Au MRAR, on travaille aussi avec les jeunes là, pour les aider à intégrer le marché du travail et tout ça. J'ai des collègues qui font un travail super extraordinaire par rapport à ça. Mais ça crée aussi, là, je parlais justement avec une collègue, des jeunes qui veulent retourner, qui veulent aller s'établir en appartement
mais ça met un frein à l'autonomie du jeune parce qu'il doit rester chez ses parents, mais là, il ne trouve pas de logement abordable. On a des familles, des fois, qui sont victimes de violences conjugales. La personne, là, elle ne peut pas s'en aller en logement parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas. C'est une marche très élevée pour elle de quitter sa situation parce qu'elle n'aura pas les moyens de se payer son appartement. Donc, ça crée vraiment beaucoup de problématiques sociales. Je pense que oui, ça revient au gouvernement de, justement, peut-être de débloquer des fonds aussi pour les organismes. Des organismes qui militent pour les logements aussi, pour les logements sociaux. Bon, Embrace, ce n'est pas notre mandat par rapport à tout ça, mais je pense que des fonds d'aide, c'est sûr qu'on le sait, là, depuis la pandémie, les problèmes sociaux, ils ont éclaté, ça crie un peu plus les besoins. Justement, par rapport au coût élevé de la vie, ça crée beaucoup de pauvreté. Donc, je pense que la crise du logement crée ça aussi, là, au niveau des problématiques sociales. Là. Donc, on avait peut-être avant, dans la pyramide de Maslow, des gens qui étaient un peu plus élevés, mais là, on recule. Donc, c'est difficile d'intervenir quand que tout le monde crie, puis c'est ça. Effectivement. Tu allais dire quelque chose, Joanie? Puis c'est pas normal qu'un logement, un 5,5 pour une famille, coûte plus cher qu'une hypothèque, en général. Là, comme mon hypothèque est de 1 200 $ par mois. Et en règle générale, c'est autour de 1 500 $, près de 2 000 $, un 5,5 là, à Rouyn-Noranda, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est pas normal, là. Moi, quand j'ai habité à Gatineau, puis après ça, je me suis envenue à Rouyn-Noranda. J'avais un 5,5 à Gatineau de 600 $ à peine là, par mois. Quand j'ai cherché à Rouen un 5,5, j'ai trouvé à 675 $. Je trouvais ça cher en 2013. Et puis tu sais, si le prix des logements, j'étais monoparentale avec 3 enfants, là, si le prix des logements aurait été à 1 500 $, j'aurais pas pu déménager à Rouen, j'aurais pas pu m'en venir à Rouen. Fait que je trouve ça vraiment... je comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas encore... c'est pas encore impliqué plus que ça dans la question. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est un besoin fondamental. Puis, de plus en plus, on va voir des personnes en situation d'itinérance qui vont arriver à cause de ça. Puis, c'est les familles qui sont touchées en premier, là, puis les personnes âgées. Exact. Puis, tu sais, tu parles de personnes avant, tu sais, c'est une personne qui faisait de la rue. Aujourd'hui, ça ne sera pas une personne, ça va être des familles qui vont faire de la rue, là. Tu sais, ça, c'est un gros problème. Puis, est-ce que vous pensez que la situation de crise du logement, parce que c'est historique en Abitibi-Témiscamingue, mais ça ne date pas d'hier. Ça a commencé il y a plus de 10 ans. Est-ce que vous pensez que c'est la situation où il y a de plus en plus de divorces? Il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre seuls et non à deux. Et ça crée... ça enlève des espaces, en fait, pour les autres qui vivent ensemble. Est-ce que vous pensez que ça vient de là? Parce que ça vient pas de la pandémie, là. Oh non, ça vient de quoi? Ça serait un autre débat. Ça serait un débat partout. Mais c'est parce que on s'entend que c'est parce que ça vient plus au niveau de ce qui est la construction, la rénovation, puis tout ça. Le monde de la construction, on s'entend, il y a eu une commission d'enquête, la commission Charbonneau là-dessus, puis tout ça. On devine. On n'a pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour comprendre que c'est eux autres qui mènent. Mais c'est ça que le gouvernement devait prendre en compte, c'est de dire, hey, gars, nous autres, justement, on a une... Je peux comprendre. Si on joue avec les entreprises privées, puis tout, on serait traité de communistes, de socialistes, de dire, hey, bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on pourrait faire en sorte de dire, hey, gars, le logement, la nourriture, dont l'inflation qu'on vit actuellement dans les épiceries et tout, les logements, la nourriture, tu ne touches plus à ça. Ça, vraiment, il faut que ça s'aille encadrer de dire, gars, chaque être humain a droit à un logement et à de la nourriture. Bon. Mais je me dis, on devrait commencer de base, là. Puis après ça, si tu veux du luxe, tu sais, là, tu t'organises. C'est ça. Mais je me dis de base.
Oui. Là, en plus, on va... Là, c'est ça. Moi, c'est une autre affaire. Moi, j'ai de la misère. C'est qu'on veut aller chercher du monde. Y a-tu plus... j'ai de la misère un peu à comprendre, là. Je vais te donner un exemple. Amos, il y a tant de population. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? On a doublé? Y a-tu plus de monde qui viennent dans la région, mais à ce point-là? Peut-être que Jannick peut répondre à ça. Est-ce que tu as certaines statistiques? Ben, là, je ne sais pas par cœur, je vous dirais. Mhm. Mais on a justement une présentation de l'Observatoire là, de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis je vous dirais qu'il y a, tu sais, oui, il y a des entrées, mais il y a autant de sorties. C'est ça? Donc, Ah. est-ce que c'est vraiment un facteur parce qu'on a plus de population qu'avant? Je crois pas. Donc, d'où part la situation? Je pense que c'est une question de... justement de bâtiments et tout ça. Là. Parce que moi, c'est un exemple que je viens de Santerre. OK, je vis à Santerre. Et c'est vrai, il n'y a quasiment plus de loyer à louer, mais il n'y a pas plus de monde. Je comprends pas, là. Alors, c'est peut-être ce que tu disais là, au niveau des séparations, je ne sais pas, là. Mais écoute, il n'y a pas beaucoup plus de monde. Il y a des rentrées, des sorties. Mais puis là, c'est quoi cette pénurie-là? C'est-tu un besoin qu'on vient créer? C'est-tu... Alors, s'il y a des questions à se poser, c'est ça. On te dérange-tu? Non, moi, je te regarde plus, là, Non, je t'écoute c'est ça. plus, là, t'es trop emballé. là. Bon! Mais c'est sûr que aussi, tu sais, oui, il y en a des logements, tu sais, mais il y a aussi les gens qui, tu sais, il y a les fameuses enquêtes de crédit là, qui bloquent beaucoup de personnes, là, parce que là, en ce moment, côté crédit, là, après la pandémie, il y a beaucoup de personnes que leur crédit est plus bon, qui se sont beaucoup endettées. Fait que là, ils passent plus aux enquêtes de crédit. Là. Fait que là, les propriétaires qui se fient juste là-dessus là, pour savoir si c'est des bons payeurs, ben ils prendront pas ces personnes-là. Même, je pense que c'est pas légal là, de faire des enquêtes de crédit. Là. Tu peux Ben, refuser, je Je suis pense pas que c'est pour payer certaine. là, pour faire ton enquête de crédit. Ah ouais, Faut c'est ça. en tout cas. Mais moi, en tout cas, aussi, ce que je veux ramener par rapport à ça, par rapport aux immigrants qui arrivent ici, Mhm. ils n'ont pas de dossier de crédit quand ils Ben arrivent non. ici. Mais non, Mais non, mais non, c'est vrai. C'est dur pour eux Mhm. de prouver que, Ben oui. ils sont, qu'ils ont les moyens de payer leur logement. Est-ce que Emerald doit garantir pour eux autres? Non, nous, on fait jamais... Oui, on a des partenaires de logement, des propriétaires, mais on ne fait jamais affaire avec un propriétaire OK. pour dire j'ai telle personne qui arrive. Ouais. Nous, on fournit les ressources. OK. On ne veut pas être porteur de je te réfère un Oui. propriétaire. C'est à la personne vraiment Oui. de choisir son logement. OK. Mais dans le fond, ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est ça, la personne n'a pas d'enquête n'a pas de dossier de crédit. C'est ça. Donc, là aussi, c'est une sensibilisation à faire auprès des propriétaires Mhm. par rapport à la population, au niveau des stigmatisations de groupes de population. Justement, là, on est en train de faire un outil de sensibilisation pour les propriétaires. C'est pas parce que c'est une personne immigrante qu'elle n'a pas les moyens de payer son logement. T'sais, bien souvent, ils arrivent ici avec un travail déjà pour un contrat de 3 ans, par exemple. Donc, on voit aussi un peu de discrimination encore, malheureusement, aujourd'hui. Beaucoup, là, par exemple, de propriétaires vont louer des logements à des personnes immigrantes, quand il y en a disponibles, bien sûr. Mhm. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un travail aussi collectif de sensibiliser. C'est pas une mère monoparentale qui n'a pas les moyens de payer son logement. Mm. Autant qu'un étudiant, c'est tout, Mm. toute la... Parce que Est-ce- c'est vrai, il y a eu, Oui. c'est vrai, je comprends, c'est vrai que durant la pandémie, je pense qu'il y a eu beaucoup de séparations. Je sais Oui. pas les chiffres. Ben oui. C'est vrai. Ça, je pense ça, que c'est une sûr, des oui. affaires, tu avais raison là-dessus. Une des affaires qui a amené, c'est que durant la pandémie, il y a eu beaucoup de séparations, donc beaucoup de loyers qui sont... C'est Mhm. ça. Ça, j'avais pas pensé à ça. Là. Je viens d'allumer. Mm. Puis Ça, il y a- c'est il y a hier, mais- j'ai comme l'impression qu'en ce moment, avec le prix des loyers qui a augmenté beaucoup, qu'il y a beaucoup de séparations qui se font pas aussi. Ben, Aussi, c'est sûr, la Qu'il y a peur. des gens qui, C'est ça. par nécessité, qui restent ensemble. Tu sais, là, c'est plus juste pour les enfants là, qui Ouais. restent ensemble, c'est pour le prix des loyers aussi. Là. Ouais. Fait que ça, c'est très social là, comme problématique. Puis je pense que ça, tu sais, on parlait de socialisme. là. Peut-être que mes propos vont avoir l'air socialiste, mais je pense que le logement devrait être beaucoup plus légiféré que un 5,5, on devrait payer un montant. Tu sais, ça devrait pas
être un peu comment fonctionnent les logements sociaux. Je pense que tout logement devrait fonctionner comme ça. Tu sais, si tu as les moyens de payer 1500, si toi, le 1500, c'est 33 % de ton salaire, OK, le propriétaire, il peut te charger le 1500 pour le 5,5. Mais si c'est 33 % si c'est pas 33 % mais 70 % de ton salaire, ça, on peut pas vivre comme ça, là. Mais c'est la réalité, là. C'est plus... je pense que c'est ça, là, autour de 30 % là, du salaire que le logement devrait représenter. Oui, c'est ça. C'était ça dans le temps. Dans le temps, ils C'est disaient ça, que mais là, une c'est plus le paye- cas, là. C'est plus le cas. Une paye, tu payais ton loyer dans le temps. C'était Qui ça que ça devait être. qui fait ça, 1500 $ en une paye? Là? Écoute... non. Une paye hebdomadaire, là, à moins que tu travailles dans les mines. C'est pas tout le monde qui travaille dans les mines, on dit souvent ça. Oui, il y a des gros salaires en Abitibi-Témiscamingue. Il y a une grosse concentration de millionnaires à Val-d'Or. On dit souvent ça, mais la réalité, là, c'est que la plupart des gens là, vivent de paye en paye en Abitibi-Témiscamingue. Là. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui font des gros salaires qui sont à côté, qui ont des paiements partout. Ils ont, oui, ils profitent de tout, mais ils sont très, très endettés et à une erreur ou un événement d'être en faillite. Fait que, tu sais, je pense que faut arrêter de dire que les gens sont bien payés en Abitibi puis qu'ils vivent très bien, là, parce que je pense que c'est pas le cas, tu sais. Puis si on regarde à Rouyn-Noranda, là, ben il y a beaucoup d'étudiants aussi là, qui partagent des loyers, qui dorment dans les mêmes chambres. Ça aussi, c'est un autre enjeu parce que Puis souvent, c'est des immigrants aussi. Il y a des étudiants immigrants qui viennent ici, mais bien souvent, ils sont obligés de travailler. Oui. Un plus grand nombre d'heures que d'habitude. Ça crée de l'épuisement, ça crée du décrochage scolaire. Donc, encore là, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, au niveau qualifié, ça vient créer encore un enjeu. Oui. Si on parle maintenant, c'est un sujet que je pense qu'on a beaucoup à dire. Il reste déjà juste 10-13 minutes à l'émission. Si on parle, est-ce qu'on pourrait avoir de la collaboration? Tu sais, au lieu de dire on s'en va plus socialiste au niveau des logements, on donne ça au gouvernement. Est-ce que propriétaires privés pourraient avoir plus de collaboration, partenariat avec le gouvernement pour amener un certain contrôle sur le logement en tant que tel, légifération, d'amener de l'inspection, des inspecteurs du gouvernement qui vont voir régulièrement les logements, s'assurer de la sécurité, le confort, l'isolement, parce que l'isolation, c'est un autre problème, ça. Je pense que c'est le propriétaire devrait s'organiser pour être à ses affaires là-dessus. Mais c'est ça le problème. C'est comme la semaine dernière, quand on parlait de la responsabilité des propriétaires de chiens, d'être responsable. C'est encore un humain, le propriétaire d'immeuble. Oui, mais ce que je veux dire, c'est si son loyer il est moisi, puis tout, d'habitude, là, écoute, il ne louerait pas son loyer. Le locataire sortirait de là, se trouverait un autre loyer, puis il dirait hey, c'est moisi là-dedans. Mais là, il ne peut plus. Fait que là, c'est ça. Mais là le monde ferme le boîte puis il reste dans le loyer moisi. Exact. Sinon, ils n'en ont pas. Sinon, ils n'en ont pas. C'est ça, je pense pas que ça soit au niveau le propriétaire. C'est un gars de business. Il est supposé de bien traiter sa business. Ça, c'est une affaire. Mais tu sais, ça devrait être de l'entreprise sociale. Rendu là, vu ça répond à un besoin primaire de l'humain, ça devrait plus être considéré comme de la business pure et simple. C'est une entreprise sociale. Là. Tu réponds à des besoins humains. T'es pas comme un restaurant que les gens ont le choix d'aller ou pas. C'est plus du luxe, là, c'est pas du luxe, là, c'est un service, c'est une entreprise sociale. À moins que tu loues des condos de luxe, là, mais c'est ça, là, des logements, là, un bloc appartement normal, là, ça devrait pas être considéré comme une business pure et simple. Moi, je pense. Je suis d'accord. Il n'y aura pas de challenge. On se part une commune.
Non, mais c'est parce que, excuse-moi, pendant que tu parlais, là, tu m'as allumé quelque chose. Tu as raison. Je pense j'ai vu ça qu'il y a des gros immeubles, à un moment donné, c'était des coopératives. Les gens payaient des prix qui avaient du bon sens parce que ma mère, mettons, elle était monoparentale avec 4 enfants. On est allé vivre dans une coopérative, puis heureusement que ça existait parce que sinon, avec son salaire qu'elle gagnait, avec 4 enfants puis 4 ados, là, c'était comme pas évident. Aujourd'hui, on dirait qu'on n'a plus ce côté-là. On n'a plus ce côté humain-là. J'ai vu, moi, à Sainte-Thérèse, nous autres, il y en a les HLM, qui sont quand même à un prix abordable. Mais c'est vrai qu'ils devraient en avoir. Mais il y a des restrictions mais il y a pour rentrer un an d'attente pour rentrer dans un HLM, même si tu réponds aux exigences, aux critères. C'est 1 an minimum d'attente. Donc, ils devraient en avoir davantage. Oui, vraiment. Mais où ce que je suis pas d'accord, c'est tantôt, on disait avec le petit gars, au niveau subventionner les propriétaires. Ça, je suis pas d'accord. Je me dis non. Il y aurait un problème d'abus. Oui, je pense Il faudrait que le gouvernement contrôle la subvention, amène des justifications. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Je pense mettre des incitatifs. Tu sais, des propriétaires qui prennent très bien soin de leur logement, qui ont des prix abordables. Mettre des étoiles, comme des restaurants. Oui, c'est ça. Tu sais, de mettre des incitatifs, tu sais, je sais pas, ils payent un petit peu moins d'impôts. Il y a quelque chose, il y a un crédit quelque part, tu sais. Je pense que ça serait beaucoup plus que de leur donner de l'argent juste parce qu'ils sont propriétaires, parce qu'en même temps, ils ont acheté des blocs appartements parce qu'ils avaient les moyens. Fait que... Mais souvent, déjà, pour faire de la rénovation, ils ont souvent des subventions pour rénover les logements. Là. Donc, ils ont déjà de l'aide gouvernementale pour cela. T'sais. Cependant, y a-t-il un abus? Tu as la subvention, tu as tant de pourcentage de subvention, tu rénoves, mais après ça, tu augmentes ton prix de 50 Donc, il y a un certain abus qui est là du propriétaire, de la part du propriétaire. Et c'est là où, je pense, comme tu le dis, Joanie, l'entreprise sociale, les logements devraient devenir des entreprises sociales. Parce qu'il faut comprendre aussi que je pense que les propriétaires, ils n'ont pas tous compris ça, là, que ce que tu as dans tes logements, des fois, c'est des familles. Tu sais, tu as des femmes, des enfants, c'est des gens. Des chiens. Tu as des chiens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des êtres vivants qui sont là, ça. même la plante. Oui. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on dirait là, que, regarde, moi, tant que tu payes ton loyer, le reste, je m'en fous. Exact. Il y a des gens qui mettent des critères aussi, comme un 5,5, mais on demande pas de famille. Un couple âgé tranquille. Oui. Puis c'est illégal, ils n'ont pas le droit, mais on le voit. Oui. Tu sais, il n'y a pas personne nécessairement qui va faire de plainte. Et s'il y a une plainte, ça va prendre combien de mois et d'années avant que ça se règle? Oui. C'est une autre problématique. Puis, tu sais, pour vrai, quel genre de personne fait ça? Tu sais, comme refuser un logement à des familles, tu sais, parce qu'il y a des enfants, mais tu as un 5,5. Un couple de personnes âgées n'a pas besoin de ça. Non. Non. C'est là où est-ce que le gouvernement devrait sensibiliser encore plus les propriétaires? Sensibiliser également les locataires pour faire en sorte que chacun puisse s'entendre dans... Tu sais, s'ils habitent un à côté de l'autre, qu'ils nuisent pas à la vie de l'autre. Puis je pense que c'est aussi de donner les moyens aux organismes. Là, parce que la sensibilisation, c'est pas les gouvernements qui la font, c'est les organismes. C'est eux autres qui sont dans les communautés puis qui la font. Fait il faut que les sous aillent là, puis ils sont pas riches. Non, je pense qu'il faut que la communication aussi entre le gouvernement et les organismes qui nous entendent, c'est nous les yeux sur le terrain. C'est important de nous consulter les organismes qui œuvrent auprès de la population, justement, en logement, tout ça, pour pouvoir cerner c'est quoi les besoins en frais de nouvel hébergement qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'HLM? Est-ce qu'on a besoin de résidences pour étudiants? Est-ce que, tu sais, c'est quoi les besoins? Bon, je pense qu'on a... Tous les besoins sont là, malheureusement. Là. Mais moi, j'ai l'impression que... Dans quel secteur ce qu'on fait actuellement comme société, c'est qu'au lieu de vous consulter, on vous envoie les problèmes. Les gens sont dans la misère. Vous êtes les premiers à qui les gens vont voir pour avoir de l'aide. Puis vous n'avez pas les outils
que de ceux qui devraient les aider. Mhm. Et, La semaine dernière, en Abitibi, et ça continue à faire le tour en Abitibi, il y a les recruteurs internationaux qui sont prêts à repartir dans les pays étrangers pour aller recruter encore de la main-d'œuvre pour l'Abitibi-Témiscamingue. Jannick, Mhm. on a-tu de la place? On a-tu de la place pour les recevoir? Puis on est-tu assez attractif pour eux autres, là? Attractif, oui. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on a notre région a à donner, là, je pense qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'avantage à être en Abitibi-Témiscamingue. On est des gens accueillants, on a quand même beaucoup de ressources ici. Les gens sont motivés, tout ça. Puis les employeurs, pour vrai, sont super motivés quand ils reçoivent les gens. Ils sont très accueillants. Ils font beaucoup de choses pour les nouvelles personnes qui arrivent. La place pour les accueillir, malheureusement, c'est ça qui est difficile. Les garder ici aussi, là, les intégrer, je pense que c'est une Oui, question... la rétention. Oui, hein? la rétention, je pense que oui, nous, on œuvre à ça. On essaie de développer des programmes pour les intégrer ici, des activités. Mais je pense que c'est une question collective aussi de la société, de la région, peu importe la ville qui s'installe, c'est tout le monde ensemble, on les intègre parce que c'est ça la nouvelle réalité. C'est là-dedans que le gouvernement met les efforts pour combler le besoin de main-d'œuvre. Puis c'est ça. Donc, là, on parle des logements, mais il y a aussi besoin de garderie. C'est Oui. tout ça. Je vais dire comme C'est un autre Christian, débat. c'est un autre débat. C'est ça. Mais Puis, oui, au effectivement. niveau des c'est ça. entreprises, est-ce que le dialogue est bon? Est-ce qu'ils s'impliquent justement à loger ces gens-là parce qu'ils viennent travailler pour des entreprises ici? Oui, il y a des beaux exemples d'entreprises qui se mobilisent vraiment beaucoup. Là, ils connaissent, puis ils deviennent habitués. Ce n'est pas les premières personnes qui accueillent ici. Il y a des programmes aussi qui existent pour les entreprises. Le CLD, justement, là, font une belle formation là, pour les entreprises qui accueillent des gens. Donc, comment on fait pour bien intégrer l'employé qui arrive ici, tout ça. Mais tu sais, je vois des entreprises là, qui ont engagé des intervenants pour l'accueil de leurs employés. Ils achètent des maisons pour loger leurs employés. OK. Bon, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui mettent plus d'efforts parce qu'ils ont plus les moyens. C'est sûr que les petites PME, c'est peut-être plus difficile de faire ça, mais ils sont vraiment comme à l'écoute là, des besoins. Nous, on sensibilise aussi beaucoup les employeurs, puis on les accompagne là-dedans aussi pour leur donner des outils dans l'accueil des personnes. Mais c'est sûr qu'eux aussi, ils ne font pas de miracle pour trouver des logements, bien sûr. Là. Mais habituellement, quand les gens ont des contrats de travail, l'employeur fait un effort là, pour trouver le logement. Là. Est-ce que tu as vu, dans le cadre de ton travail, des nouveaux arrivants qui arrivent, qui sont dans des taudis, des logements épouvantables, mais avec un contrat de travail de temps? Qu'est-ce que vous, comme organisme, faites avec quelque chose comme ça? Malheureusement, c'est arrivé. Ce qu'on fait, parce que aussi, ce qui arrive, c'est que les personnes qui émigrent au Québec ne savent pas les règles, les normes. De c'est quoi qui devrait être acceptable ou non. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va les accompagner dans leur démarche. C'est sûr qu'on n'est pas experts non plus en démarche de logement, tout ça, mais on va les référer au bon service possible pour leur offrir justement, c'est quoi les démarches. Contacte ton propriétaire s'il y a de l'eau là, qui coule en dessous de ton plancher ou que c'est simple comme démarche, mais eux ne le savent pas nécessairement, qu'ils doivent appeler leur propriétaire là, pour se plaindre de quelque chose dans leur logement. Donc, nous, on les accompagne dans leur démarche, vraiment. C'est ce qu'on fait avec eux. Est-ce que tu as vu, il nous reste quelques petites minutes, là. La rétention, est-ce que c'est le manque de logement ou les logements indisponibles ou insalubres qui fait que la rétention est moins bonne à ce moment-là? Je dirais que oui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à trouver de logement. Je parle d'infirmiers, là, des fois, on sait qu'on a besoin en santé, principalement, qui n'ont pas trouvé de logement abordable ou pas abordable, mais adéquat pour eux. Des gens aussi, je pense que c'est ça, ou des gens qui n'ont pas trouvé parce que leur famille arrivait, donc qui décident de retourner au pays ou d'aller dans les grands centres.
c'est arrivé. Donc, Mais d'aller dans les grands centres, on vit le même problème. oui, c'est ça, exact. Puis ça va peut-être être même pire Oui, au niveau des logements. c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi le contexte. Je crois aussi, des fois, il y aurait des solutions par rapport, exemple, qu'ils trouvent un logement dans un village. Des Oui. fois, c'est plus abordable. Mais Mais là, on là, a le la question déplacement, du déplacement, parce c'est que les ça. gens n'ont pas les moyens de s'acheter de voiture. Ou C'est là, ça. au niveau aussi les aspects permis de conduire. Mais donc, est-ce que ça serait possible peut-être de créer des Du subventions transport. par rapport au transport? Tu sais, je pense qu'il y a des solutions à court terme comme ça. Mhm. À Rouyn-Noranda, ils ont fait un Oui. pour amener les gens à Rouyn-Noranda dans des covoiturage, quartiers hein, ruraux. oui, Là, ouais. C'est subventionné par la ville. Là, puis, Rouyn-Noranda, il y avait c'est- des autobus avant. Il y a encore des autobus dans la ville? oui, c'est gratuit. Oui, puis Val d'Or, oui. il y en avait quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi. Ben, ils ont enlevé ça. Val d'Or, ils ont un organisme là-bas. Je ne peux pas dire le nom, je ne m'en souviens pas, mais il y a un organisme, oui, qui est là, qui est mis en place depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui va déplacer comme un taxi. Ils font une collaboration avec les taxis. Puis, bon, le coût est beaucoup moindre qu'un taxi ordinaire quand tu appelles là. Puis c'est pour tout le monde, là, les travailleurs, les nouveaux arrivants, etc. Là. Mais Ouais. tu sais, c'est pas 24 heures, là, par exemple. Là, tu sais, c'est Mais je temps pense que la d'heure, ça. volonté au niveau municipal est beaucoup plus présente qu'à d'autres niveaux du gouvernement. Là. Fait que je pense que tu sais, s'il y a des améliorations à avoir, ça va être beaucoup en travaillant au niveau municipal puis avec les organismes. En gros, dans tout ça, c'est vraiment qu'il faudrait que le gouvernement investisse dans des constructions d'immeubles locatifs. Et que ça appartient... Entreprise sociale. C'est ça. Oh, on part C'est une commune. Ah, c'est ça. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Écoutez, Une hippie. alors tout le monde qui est d'accord avec Joanie, tout le monde se joint à Joanie Oui. pour partir la commune. Hey, moi, je voulais juste dire... hein, Oui, rapidement. souvent avec les propos, des fois, que je dis, gênez-vous pas. Si vous trouvez que je suis dans le champ, les gens à la maison, vous avez juste à m'écrire. À nous écrire, puis à me dire, hey, gars, t'es dans le champ à cause de ça. Hein? Fait que gêne-toi pas, gênez-vous pas pour me dire, parce qu'il y a peut-être. On n'est pas des professionnels dans tout. Ouais. On donne notre opinion. Puis là, tu as mais affecté les propriétaires tantôt. Oui, j'en ai attaqué une coupe. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Tu en avais dans ta tête, hein? Moi, elle va pas dire, hey, c'est un petit colon, là. Les gros mots! En tout cas, c'est pas ça que je veux entendre. Je veux dire, monsieur, vous On êtes va dans avoir le champ le à cause premier de ça. bip. C'est ça. Hey, merci la gang. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Merci Yannick pour tes bons points. Moi, je vais vous amener rapidement les statistiques du sondage qu'on a eu sur Facebook comme à l'habitude. On demandait que pensez-vous être la principale cause de la crise du logement en Abitibi-Témiscamingue? A, spéculation immobilière. B, manque de logements abordables. C, insuffisance des politiques gouvernementales. D, besoin croissant de logements liés à la croissance démographique. Donc, les pourcentages A, spéculation, 4 des gens sur 81 votes environ. Là. Alors, B, manque de logements abordables, 78 C, insuffisance des politiques gouvernementales, 1 besoin croissant de logements liés à la croissance démographique, 15 Et il y avait un autre 2 et celui-ci était beaucoup de logements transformés en maisons pour travailleurs, car plus payants. Alors, je vous laisse là-dessus, gang. La semaine prochaine, on continue le débat, mais maintenant, ça sera sur l'achat local. Ciao tout le monde!